tu vois les plantes de cette zone, tu vois les radis, tu vois... qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Attends, toi tu vois pas. Ça là. Est-ce que c'est des carottes ou est-ce que c'est des betteraves? Bon, en tout cas c'est très petit. C'est très petit et c'est un peu jaune des fois. Parce qu'en fait là, c'est une zone que j'ai paillée certes, mais que j'ai paillée très brièvement en fait. J'ai mis une couche de 3-4 cm, non 5 cm de paille. Ce qui fait que je suis quand même obligé d'arroser tous les 2-3 jours pour... Ah, un arbre, un arbre en plein milieu. Et ben, je suis obligé d'arroser tous les 2-3 jours, sinon bah ça devient très sec, ça pousse très lentement, etc. Malgré tout, là je constate, si je mets mon doigt, je le ressors et j'ai de la terre qui colle et c'est très frais, c'est très humide. J'ai arrosé ça il y a 2 jours, donc 2 jours et demi. Donc ça marche bien, 5 cm de paille, ça marche bien. Après il n'a pas fait très chaud. Mais ce que je voulais te montrer, c'est par opposition, ce qui se passe quand tu décides de bien entretenir une zone. Alors celle-ci, c'est l'inverse. Je l'entretiens plus du tout. Mais si tu vas sur cette zone, là, j'ai pris le temps, parce que l'autre, j'ai pas encore eu le temps, ça prend pas mal de temps, de faire un paillage de précision. C'est-à-dire qu'une fois que les légumes ils ont fait leur première feuille, et ben je prends ce qu'il y a sur le chemin, comme ça là, et je le mets pour caler les interstices où l'humidité et la chaleur pourraient s'infiltrer. Voilà. Et donc tu vois carrément la différence entre les deux, quoi. Là il y a déjà des grosses feuilles bien développées. Alors c'est peut-être pas les mêmes variétés, hein, mais dans tous les cas, et ben ça pousse mieux. Voilà. Et si je vais à l'intérieur du terreau, ah c'est pas si c'est humide, mais ça l'est un peu moins et c'est plus dense. Ok, donc peut-être un paramètre en plus à prendre en compte. Ouais, c'est ça de fonctionner par empirisme. Hein. Je sais pas les propriétés du sol, je sais pas les propriétés globales même, mais il faut que je les découvre. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps et de l'attention. Chose que certains de nos contemporains ont du mal à libérer. Alors à cause de la construction de mon barrage, j'ai dû déplacer mes bébés choux et là je me rends compte que du coup le matin ils n'ont pas de soleil. C'est assez embêtant, tu vois. Donc je vais effectuer une micro-action qui va avoir des impacts immenses, qui va accélérer grandement la vitesse de croissance de mes choux et je vais les porter au soleil. Si tu l'as déjà conscientisé, mais chaque plante est une... c'est de la bouffe à disposition pour plein d'espèces différentes. Selon son âge, les espèces varient. Mais du coup, pendant que nous, humains, animaux, on s'amusait à découvrir des nouveaux processus d'adaptation, les plantes, elles, ont continué à découvrir, à développer leur capacité d'adaptation aussi, mais toujours sous forme végétative, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas bouger, elles ont du mal à se défendre, ce qui fait qu'elles ont dû développer des mécanismes hyper puissants que nous on n'arrive pas à faire, comme par exemple faire repousser un membre. Elle a réussi à développer ses capacités, ce qui fait que là, tu vois, si je te parle de ça à propos des choux, c'est parce que il y a des choux, ils se font manger, tu te dis, oh là là, c'est mort, et puis il y a toujours un petit bourgeon qui repart de tu sais pas où, tu vois, c'est plus qu'une tige et pourtant il y a un bourgeon. Et c'est pareil pour un peu partout, tu vois. Toutes ces plantes, elles se font croquer. Alors là, c'est pas très difficile, mais là, hop, tu vois celle-ci, elle s'est faite croquer. Alors, on pourrait se dire c'est grave, hein, mais elle a quand même
sa deuxième feuille qui pousse. Pareil pour celle derrière. Et puis surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que les plantes, parce que là, elle est encore verte, elle a l'air en pleine forme, les plantes qui ont subi une attaque, un problème, etc., vont se développer et pour résister à ces problèmes. Donc là, les deux problèmes auxquels j'expose mes plantes, sans faire exprès, c'est la sécheresse, enfin la chaleur sécheresse, on va dire, et les animaux sauvages. Parce que j'ai rien pour protéger, pour l'instant, mes plantes contre les limaces. J'accepte parce que j'ai appris à les apprécier, à les nourrir, etc. Mais les chevreuils, ils me font peur. Les sangliers, ils me font peur. J'ai peur qu'ils viennent me manger tous mes radis et tous mes haricots. Donc voilà, j'espère que si elle regarde cette vidéo, je vous demande de ne pas venir manger mes plantes. Parce que je débute. Merci. J'ai cru remarquer que par rapport à mai-juin, là en juillet, depuis qu'on arrive en juillet, il y a comme un immense problème de vent. Non, pas un immense, mais il y a de ces rafales, genre j'hallucine. Et du coup, je peux plus dormir sous en fait, mon abri, il est plus multitâche. Je dois le changer selon le temps maintenant. Là, j'ai remonté toutes les bâches. Parce que quand il y a des rafales, ça fait des bruits genre impossibles, ça fait des... Et quand c'est 3h du matin et que tu dors, et que ça fait ça toutes les demi-heures, après tu dors pas. Donc là j'ai mis au point un nouveau système anti-vent, mais qui du coup me protège pas du tout de la pluie. Un système anti-vent, donc moi je dors derrière cette tôle, là dans ce petit creux, ma foi fort agréable, parce que, on ne va pas se mentir, hein, un lit en paille avec un petit tapis de sol, c'est quand même princier quoi. C'est même, je dirais que c'est limite mieux que mon lit de Grenoble. Bref. Oups, je sais pas pourquoi j'ai zoomé. Et et du coup, j'ai remonté les bâches, ce qui fait que je suis plus du tout protégé latéralement par elle. Donc là, s'il pleut, il faut que je défasse les nœuds. Et tu me diras, c'est pas très compliqué. J'ai essayé de faire ça avec peu de maintenance, quoi. Là, j'ai juste à enlever les pierres et redescendre la bâche ici. Et c'est bon, c'est tout bon. Voilà, dirigé par la flemme et réussi avec, pas brio, mais efficacité. Bon, bien sûr le terme utile revient plus souvent dans mon vocabulaire que le terme esthétique. Mais je néglige pas du tout cette partie. Mais je considère d'une manière logique que si tu n'as pas de quoi vivre, donc si tu meurs, tu peux plus ni faire du beau, ni l'apprécier. Donc, avant de partir sur du cosmétique, avant de partir sur de l'agréable, il faudra d'abord vérifier que toutes les choses, tous nos besoins primordiaux, primitifs, sont bien remplis par des objets, enfin pas des objets, mais des postes, on va dire, pour avoir un vocabulaire de gestion. Il faut qu'on ait des postes qui soient soutenables et qui soient, avant d'être beaux, qui soient fonctionnels. Et là actuellement, quand je vais dans un supermarché, quand je vois les rayons de bouffe, je me dis qu'on mange plus pour le cosmétique, encore une fois, j'essaie de faire attention, donc mais je le fais toujours. On est toujours dans le cosmétique, on va vers les emballages les plus sympas, les recettes les plus originales, les gâteaux les plus délicieux, mais quand tu regardes par contre au niveau valeur nutritionnelle, tu te rends compte que souvent ça t'apporte pas grand chose quoi, à part du sucre, à part du gras, à part des sucres lents, et encore pas tout le temps, surtout du sucre et du gras, alors que t'as pas besoin que de ça évidemment. Et puis si tu regardes maintenant la liste des ingrédients, si tu prends des trucs sucrés, à 50% t'as du sucre raffiné, et si tu prends des trucs salés, t'as à moitié une graisse quelconque qui vient de je sais pas où. Bon, j'abuse un peu, mais grosso modo c'est ça. C'est-à-dire qu'on a privilégié à ce point l'aspect cosmétique, l'aspect tiens regarde mon produit c'est le meilleur, je veux le vendre, il est trop beau, achète-le.
à l'aspect regarde mon produit il est bien, il est bon pour toi, il va te soigner parce que ta nourriture c'est ton médicament entre guillemets avant d'être ton plaisir. Ah ouais, parce que à quoi ça sert de se faire plaisir avec de la bouffe si cette bouffe te tue? Voilà, juste un peu de logique. Hier je t'ai parlé de la bœuf et je vais maintenant te parler du lien entre la bœuf et mon projet de terrain. Ouais, voilà. Après il y a plein d'autres projets auxquels je suis relié par la bœuf qui est finalement, comme je te l'ai dit, juste un carburant, un moteur, un facilitateur. Donc juste là pour ce terrain. Déjà, je sais pas si tu sais, mais quand tu consommes de la bœuf, après quand tu commences à redescendre, tu passes par une phase qu'on appelle fonce dalle. La fonce dalle, c'est le moment où ton corps, après cette expérience psychédélique intense, bon, pas forcément intense, mais qui malgré tout a demandé à ton corps de l'énergie, puisqu'il va réfléchir plus vite, parce que, a priori, là c'est une théorie. Non mais par contre, tu as toujours une fonce dalle après, c'est-à-dire que tu vas avoir une faim sans fin. Une faim que tu peux difficilement arrêter, et si tu t'écoutes cette faim, tu peux manger jusqu'à avoir de la bouffe jusque là quoi. Et le bide tendu comme c'est pas permis. Au début c'était bizarre, je me dis putain c'est chiant quoi, à chaque fois que j'ai ça je dois manger beaucoup. Et en fait déjà tu n'es pas obligé de manger beaucoup, tu survis si tu manges pas quand t'as la fonce dalle. Mais il y avait un autre aspect qui moi me pousse à continuer à manger, c'est de me dire si j'ai autant faim c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est peut-être que je suis trop maigre, c'est peut-être parce que naturellement en tant qu'humain en tant qu'animal je suis amené à consommer ce qu'il y a autour de moi pour m'alourdir, pour grossir. Manger plus, c'est donc être potentiellement capable de produire plus de muscles, et donc de capacité de force, de capacité de survie. Jusque là, j'avais pas besoin vraiment de muscles puisque je travaillais devant mon ordinateur et la plupart de mes activités se faisaient en intérieur. Donc j'avais pas besoin de potentiel de force et surtout comme j'étais principalement en intérieur, je synthétisais peu de vitamine D et mon corps du coup était plutôt frêle et pâle. Là maintenant je m'autorise plus la fonce dalle parce que la fonce dalle me permet de manger du coup plus, de prendre du poids, ce qui me manquait là quand je suis arrivé parce que j'avais du coup peu d'endurance, un peu de cardio, mais surtout pas suffisamment de force pour déplacer des rochers ou des gros rondins de bois. Donc je me permets la fonce dalle, mais cette histoire de fonce dalle me dérange parce que je ne sais pas ce qu'elle coûte réellement à la planète. Je ne sais pas combien ma fonce dalle, je ne sais pas ce que je consomme nécessite réellement en termes d'effort, ce qu'il consomme en termes d'énergie renouvelable et non renouvelable, et du coup ça me pose problème. Autant manger beaucoup ça me dérange pas parce que cette énergie, une fois que je l'ai une fois qu'elle est transformée dans mon intestin en énergie potentielle musculaire, et ben j'aime bien l'utiliser, je me sens très énergique et j'aime bien faire des travaux manuels à ce moment-là. Donc j'ai pas de problème, à beaucoup manger, surtout que je grossis pas en gras mais en muscle. Donc c'est positif. Mais ce qui m'embête c'est que ma bouffe, même si j'achète principalement bio, ce qui coûte du coup aussi un peu plus cher et ce qui me permet pas de manger, de faire des fonces dalle aussi intenses que je voudrais, parce qu'il y a quand même ce facteur de culpabilité, mais là au niveau de l'argent, non pas au niveau de la quantité. Et du coup j'ai envie de savoir vraiment ce que ça coûte en termes d'espace, de temps, d'effort, de faire pousser de la nourriture et de satisfaire ma fonce dalle et potentiellement celle d'autres personnes par la suite. La deuxième motivation, en fait c'est pour dire qu'il n'y a pas le projet et il n'y a pas de sens entre le projet et la bœuf, les deux s'auto-nourrissent. Le deuxième aspect c'est que
Et ben là, comme j'ai pas l'impression d'avoir, j'ai pas eu l'impression d'avoir trouvé les personnes pour partir avec moi, je passe toujours, mais là de moins en moins puisque je me connecte autour, des moments seuls. Et dans ces moments-là, c'est un peu inquiétant, c'est un peu angoissant en fait. Surtout quand tu as toujours vécu en ville et que même si t'es pas avec des amis ou autres, et ben t'as toujours des gens autour, donc ça fait toujours une présence. Et là, il n'y a pas de présence. Donc, pour que la transition soit plus agréable, plus douce, de l'un à l'autre, et ben je trouve que la bus c'est pas mal. Et du coup, ça m'a bien aidé parce que ça m'a fait prendre conscience que j'avais aussi le fait que j'avais peur d'être seul était lié au fait que j'avais des dépendances, des émotions. Je confondais par exemple amour, dépendance, souffrance. Et le fait d'être seul avec cette sensibilité exacerbée par la bœuf, ça m'a permis de comprendre que tous les jours, si besoin, je dois faire une méditation, du feedback, etc. pour être simplement bien. Parce que si je repousse, si je fais comme si mes émotions négatives n'existaient pas, elles s'accumulent, et je finis par être dépendant de personnes et de choses pour m'occuper l'esprit, pour être heureux. Et c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc ça c'est le deuxième aspect. Après je sais pas c'est vrai que je sais pas, mais il y a sans doute une grande variété d'autres aspects de liens qui se nourrissent, mais ça c'est inhérent à tout ce qui compose à l'intérieur d'une tête humaine. C'est-à-dire que chaque chose que tu sais, même si ça fait partie de domaines différents, toi tu les associes, ne serait-ce que par ta personne, parce que ta personne connaît ces deux choses, il y a un lien entre ces deux choses. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire de ce lien? Est-ce que tu vas le développer ou non? Et pour en faire quelque chose de nouveau. Je considère que la flemme, c'est un aspect pionnier. La bœuf, c'est un aspect pionnier. La permaculture, c'est un aspect pionnier. C'est très facile de se placer sur des aspects pionniers, mais qui ont déjà été travaillés. La permaculture, ça a 50 ans. La bœuf, c'est connu depuis 5000 ans, tu vois. Donc la flemme aussi, ça existe depuis qu'il y a des animaux, qu'il y a des plantes. Donc mais c'est des pionniers dans le sens où je considère que c'est pas des choses qui sont hyper populaires, hyper répandues. Et c'est très pratique, c'est sympa, je trouve, de se positionner sur ces domaines un petit peu du coup pionniers, dans le sens où c'est l'association entre notre époque et ces choses, c'est ça qui est pionnier. Et c'est pas mal parce que dans le futur, je pense que c'est un bon investissement en termes de connaissances et du coup en termes de rentabilité de la connaissance. Par rapport à ce que j'ai dit avant sur le fait d'être pionnier, je crois que je me suis pas bien compris. Enfin, je me suis mal exprimé et j'ai pas compris ce que j'ai voulu dire. Et donc toi non plus, alors je vais te le réexpliquer rapidement. Là on est maintenant, mais dans le futur on sera dans le futur. Dans le futur, on aura besoin de nouvelles choses, de nouvelles compétences, parce qu'il n'y aura pas les mêmes métiers. Et si tu veux continuer à avoir ce backup qui est l'argent, il faut commencer tout de suite à investir sur l'apprentissage de compétences du futur. Et plus ces compétences sont de niche, plus ces compétences sont peu développées, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois rares et très spécifiques, eh bien il y a moyen
du coup de jamais manquer trop de travail. Il y a aussi le fait, je dis si c'est spécifique, mais si ça s'adresse aussi à beaucoup de personnes, si c'est un marché, si c'est si tu t'adresses à un potentiel, à des prospects, voilà, on va dire, un grand nombre de prospects, tu peux aussi ne jamais manquer de travail, mais du coup tu vas avoir plus de concurrence parce que ça va être plus visible comme marché. Et comme marché. Oui, parce que là je suis sur le marché des compétences. Voilà, c'est exactement ce dont je parle. Donc c'est pas mal de commencer à... Enfin, compétence, je dis compétence, mais il y a aussi l'aspect connaissance, hein, parce que là, moi, ce dont je te parle, c'est en fait plutôt de la connaissance que des compétences. La permaculture, c'est des compétences, la bœuf, c'est des connaissances. Voilà. La flemme, c'est des deux. Il faut connaître la flemme un petit peu. Mais il faut surtout la pratiquer. Ouais. En fait, dans tout, il faut avoir de la théorie et de la pratique. Donc en fait, les deux sont indissociables. Ok, tu vois, une preuve de plus, il n'y a pas de dualité. Ça c'est des baies d'amélanchier, mais elles sont tellement belles que je sais pas si je vais réussir à les manger. On dirait des petits joyaux. C'est vraiment trop beau. Qui peut manger des pierres précieuses comme ça? En même temps ça a l'air tellement délicieux. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Il y a un moment qui me remplit toujours de mélancolie. C'est celui où je me rends compte que j'ai bientôt fini mon tas de paille. Car ça veut dire que je vais devoir porter ma croix. Bon, peut-être pas ma croix parce que j'ai quand même pas pêché à ce point. Mais mon fardeau, parce que en fait à chaque fois où j'épuise ma réserve de paille, j'ai un chemin de 500 mètres à parcourir. Et dans un sens ça va parce que là je suis léger. Après quand je reviens j'ai je sais pas combien de dizaines de kilos de paille sur le dos. Il faut que je les mette dans cette bâche, que je les enroule et que je fasse le chemin inverse. Alors c'est pas ma punition, c'est plutôt ma récompense car finalement c'est agréable de souffrir un peu l'effort, je trouve. Ouais, parce qu'en fait j'ai une brouette mais elle s'est percée et du coup faudrait que je trouve la référence, que j'aille dans un magasin, que je demande bonjour, ça tu vois. Donc je préfère prendre ma bâche, prendre quelques tranches de mes bottes de paille comme ça là, et puis je les charge sur mon dos avant qu'elles elles commencent à se putréfier. J'aurais dû les couvrir, je vais mettre une bâche. Mais pour l'instant je les laisse ici. J'ai un truc à aller chercher dans ma voiture parce que là en ce moment je lis, enfin j'ai eu oh là le vent. Je lis la série The Timeless Way of Building et The Pattern Language. Donc la manière éternelle de construire et un langage de pattern, de motifs. Et alors ça concerne principalement les motifs pour construire des villes, pour construire des bâtiments et l'intérieur des bâtiments. Et puis un autre livre, c'est celui sur les forêts comestibles, où là il y a aussi un langage de pattern, mais avec des patterns associés aux forêts et aux cultures. Donc je trouve ça très intéressant, mais je trouve que ça manque de profondeur parce que ça part toujours soit du paysage global, en gros ça part au max des régions et puis ça descend progressivement, mais ça va pas au-dessus. Et là du coup moi j'essaie de reprendre ce langage de pattern et de le reprendre depuis la base. Et du coup ça commence avec le vide, puis ça continue avec le 1. Mais le 1 déjà j'ai du mal à le définir, et puis ensuite je me demande si j'ai besoin de mettre le 2 ou si je mets directement le 3, tu vois. Et pour m'aider à répondre à cette question, j'ai dans ma voiture un livre qui, il me semble, traite plutôt bien
de cette question, mais je suis pas sûr de l'avoir en fait. Non. Ah bah je suis bien. Ah si, bah voilà, je me disais aussi. Mélange. Par René Guénon. Alors, non. Ah ouais, c'était ça. Il me semblait avoir lu un truc dedans. Ok. Le démieux. Ok. Bon. Et ben je crois que c'était là-dedans. Je vais comme ça me permettra d'améliorer mon langage de pattern à moi. Et puis de répondre du coup à la question, est-ce qu'il y a vraiment un 2 qui existe ou est-ce qu'il y a que 1 puis 3. Voilà. Bon, allez, maintenant je vais charger ma paille et je vais souffrir un petit peu en méditant ces questions. Voilà, ça aide. Salut et bienvenue dans ce tutoriel où je vais te rouler le plus gros joint de l'année. Du monde. De l'année du monde. Et là, attention, ça va devenir technique. Je suis toujours en train d'essayer d'expérimenter quelle est la meilleure manière de transporter ces putains de kilos de paille, tu vois. Voilà. Il y a une très belle araignée. Alors, est-ce que tu vas la voir avant qu'elle décolle? Ah ouais, elle est là. Quelle beauté! Salut! Oh là! Il y a du vent! Non, c'est juste que je sais pas tenir là. Si, il y a du vent. Bon bah salut l'araignée, hein. Voilà. Impeccable.
Nous pouvons remarquer en passant que la dualité ne peut pas exister sans le ternaire, car si le principe suprême en se différenciant donne naissance à deux éléments, qui d'ailleurs ne sont distincts en tant que nous les considérons comme tels, ces deux éléments et leurs principes communs forment un ternaire, de sorte qu'en réalité, c'est le ternaire et non le binaire qui est immédiatement produit par la première différenciation de l'unité primordiale.